On va écouter à présent Magali Vetter, qui a un master en humanité numérique à l'École nationale des Chartes, avec une spécialisation dans l'étude des industries culturelles. Elle travaille actuellement en tant qu'assistante scientifique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et elle est sur plusieurs projets de préservation du jeu vidéo dans le cadre de ses fonctions. Et elle collabore aussi avec le Game Lab Unil EPFL. Et c'est dans ce cadre qu'elle va nous parler du projet Pixelvetica, donc dans une présentation intitulée Pixelvetica, une cartographie des enjeux de la préservation du jeu vidéo à partir du cas suisse. Donc je te laisse la parole à présent. Merci beaucoup. Le son, ça va? C'est bon? Oui. Merci beaucoup en tout cas, et puis merci à tous les membres du comité d'organisation pour ce merveilleux colloque. Je suis très honorée de pouvoir présenter aujourd'hui, je crois pour la première fois, tous les résultats la plupart des résultats de notre projet. Je suis désolée pour les slides, je ne travaille pas avec Word, du coup c'est un PDF. Alors du coup, l'intérêt l'intérêt de notre... Du coup, un premier mot au niveau du contexte suisse. Parce qu'en Suisse, la question de la légitimité du jeu vidéo est entre guillemets réglée, parce que depuis un rapport du Conseil fédéral de 2018, le jeu vidéo est reconnu officiellement, et je cite, comme un objet culturel. Et si ce rapport se concentre principalement sur des problématiques de production et des problématiques relatives à la création de jeux, il se conclut avec cette phrase qui dit que les politiques culturelles devront aussi aborder l'archivage des jeux vidéo en tant que produit culturel entièrement numérique à des fins d'études, de conservation du patrimoine culturel et de transmission. Donc, entre ce rapport et le patrimoine vidéoludique riche et globalement, relativement méconnu de Suisse, ici... j'ai choisi de représenter, les jeux qui ont remporté la semaine dernière les awards de l'association des développeurs de jeux vidéo suisses. Et on a notamment le jeu Lausanne 1830, qui est un jeu un petit peu autour des archives du projet Lausanne Time Machine, donc qui est très intéressant et que vous devriez aller voir. Donc sous le regard bienveillant de Bluepy, qui est un personnage assez caractéristique de l'histoire du jeu vidéo suisse roman en particulier, vu que c'est la mascotte et le personnage principal d'une série de jeux qui est sortie sur les micro-ordinateurs Smaky, qui sont des micro-ordinateurs suisses. Donc Pixelvetica naît à la convergence de ce rapport, cet état de fait de la richesse du patrimoine, la méconnaissance et de la richesse du patrimoine suisse, et des problématiques générales autour de la préservation, des problématiques de préservation audiovisuelle. On a des supports qui deviennent très vite obsolètes, à l'obsolescence rapide. On a besoin de lecteurs qui sont aussi rapidement soumis à l'obsolescence. Et donc, c'est comme ça qu'en 2020, Memoriav, l'Association pour la préservation du patrimoine audiovisuel suisse, lance un appel pour mettre en œuvre cette recommandation du Conseil fédéral en lançant un projet pilote visant à faire l'état des lieux de la préservation du jeu vidéo en Suisse, parce qu'en Suisse, on n'a pas de dépôt légal. Il y a quelques institutions qui s'intéressent aux jeux vidéo, mais c'est à peu près tout. Donc, avec plusieurs partenaires, l'Atelier 40A, le Collège des Humanités de l'EPFL, le Game Lab Unil EPFL et le Musée Bolo, le musée suisse de l'informatique, de la culture digitale et du jeu vidéo, une équipe de 7 personnes, majoritairement bénévoles, a été réunie avec des spécialités qui couvrent un petit peu toutes les problématiques du jeu vidéo. Toutes les problématiques de la préservation du jeu vidéo, puisque du coup, dans notre projet, on s'intéresse à la fois aux problématiques de conservation, préservation des documents, aux problèmes de médiation, consultation et consultation au public. Donc, nos objectifs principaux étaient surtout de fournir une marche à suivre pour l'archivage numérique des jeux actuels et passés, une liste d'institutions suisses et un aperçu préservant du jeu vidéo et un bref aperçu de leur collection, organiser 2 workshops et, si possible, archiver 2 jeux vidéo. Et au niveau du projet, nous, on est actuellement à la fin du projet, où le projet a duré du printemps 2021
globalement jusqu'à aujourd'hui. On est à 1 an et demi de projet. Le rapport est rendu et on attend juste sa publication officielle qui devrait être imminente. Et donc ce rapport, c'est notre livrable principal. Il est assez volumineux, il fait 230 pages, on a beaucoup d'annexes, beaucoup de documentation, donc il est adressé autant aux politiques, aux personnes qui vont intervenir au niveau des politiques culturelles que des professionnels des institutions culturelles. Et nos principaux résultats, ce qu'on a principalement fourni dans ce rapport, c'est un état de l'art, mais surtout une étude de cas partielle, un sondage national, des entretiens internationaux et une série de recommandations pour différents publics. Et donc, je vais vous présenter surtout ces 4 derniers points. Alors, au niveau du sondage, on a contacté 242 institutions. On a eu environ 30% de réponses, en combinant les réponses obtenues par mail et les réponses par notre sondage, qui était assez volumineux et long à remplir, puisqu'il y avait 81 questions, et le sondage était en 4 langues, en français, en allemand, en italien et en anglais. Et on abordait du coup dans ce sondage les thématiques qui ont dirigé tout notre projet, notamment ce qui concerne les collections, avec les questions de politique d'acquisition, les méthodologies et processus de conservation et de description des objets, les politiques d'accès aux collections, les méthodologies d'exposition et de médiation. Et à la fin, on a créé une section spécifique pour récolter les besoins et les recommandations dont ont besoin les professionnels du secteur. Alors, au niveau des collections, sans surprise, on a une majorité d'institutions qui ne conservent pas de jeux vidéo, mais c'est un constat qui est quand même qui a relativisé dans une certaine mesure, parce qu'on a eu plusieurs fois au cours du projet des institutions qui nous ont répondu qu'elles n'avaient pas de jeux vidéo, alors que nous, on savait que dans le projet, il y en avait en fait. Et du coup, ça a amené à des échanges super intéressants. Mais du coup, on a toujours ce problème des institutions on ne tombe pas forcément sur une bonne personne, ou en tout cas, les institutions ne connaissent pas toujours totalement leur collection. Et on a aussi un autre cas où on sait qu'il y a des institutions qui n'ont pas répondu à notre sondage et qui ont des collections de jeux vidéo. Je devrais le préciser aussi ici, parce que quand on parle d'institutions culturelles, on a entendu institutions dans un sens très large. Ça concerne autant des entreprises suisses, privées ou d'État emblématiques, autant des ONG que des bibliothèques, des musées. On a aussi compris des festivals de musique et de films, parce qu'il y a beaucoup de parties de festivals consacrés aux jeux vidéo en Suisse. Et au niveau du jeu vidéo, on s'est interrogé sur le jeu vidéo et ce qu'on a appelé de manière générale le matériel vidéoludique, où donc c'est autant les jeux en eux-mêmes, les documents de production et tout ce qui va être plutôt para-vidéoludique, les produits dérivés, la presse et tout ce genre de choses. En tout, on a 17 institutions qui ont du jeu vidéo et c'est principalement des musées, bibliothèques. On a exactement 8 musées, 4 bibliothèques cantonales et universitaires ou de haute école, 2 archives d'un service ou d'une entreprise publique, une haute école d'art, un centre dédié aux jeux vidéo dans une haute école et un hôpital cantonal. Du coup, pour ces 17 institutions, et on en a uniquement 5 qui ont une politique d'acquisition dédiée, ce qui signifie que le jeu vidéo est un collatéral, entre guillemets, dans beaucoup de collections, c'est-à-dire qu'il peut rentrer, enfin, en tout cas, on suppose qu'il peut rentrer avec d'autres fonds, et que du coup, c'est parce que le jeu vidéo ne fait pas partie de la mission principale de l'institution, ou encore que ces jeux sont issus de productions ponctuelles ou à but marketing, ou en tout cas, ou bien ce sont des applications de médiation pour des expositions, parce qu'on a aussi compris ça dans la manière dont on abordait le projet. Et sans surprise, ce sont les supports de jeu qui sont principalement conservés dans les institutions, et on note qu'elles hébergent 40% de jeux suisses. Au niveau des processus de conservation et de description des objets, on voit qu'il n'y a pas de manque au niveau des compétences numériques dans les institutions culturelles, mais par contre, pour traiter le jeu vidéo en particulier, là, il y a un besoin de compétences spécifiques qui est exprimé. On nous dit aussi qu'il y a un manque d'institutions vers lesquelles se tourner, et notamment pour trouver ces compétences, enfin pour avoir accès à ces compétences spécifiques, qu'il y a ce problème difficilement surmontable de l'obsolescence.
un manque de compétences institutionnelles à comprendre, un manque de mission institutionnelle. On a des institutions qui sont intéressées, qui ne seraient pas nécessairement contre l'idée, mais qui n'ont pas, mais dont ça ne fait pas partie de leur mission. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, on a aussi ces collections qui sont parfois mal connues. On peut penser par exemple en archives où ça arrive régulièrement d'entendre qu'il y a des tas de CD-ROM et de disquettes qui sont dans un coin, mais personne n'a essayé de les lire, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, et donc potentiellement on a des prototypes de jeux vidéo. Au niveau de la consultation des collections, sans surprise, ce sont principalement les musées, bibliothèques et hautes écoles qui donnent accès à leurs collections. Par contre, en termes de politique de restauration, on a seulement une ou deux institutions qui ont une réelle politique de restauration chez elles. En cas de... Les autres choisissent simplement de racheter et remplacer le matériel défectueux, en fait. Donc ce qui, au final, marche aujourd'hui, mais ne marchera plus tard, quand les lecteurs deviendront eux aussi obsolètes ou que les jeux ne seront plus disponibles. Parmi nos sondés, incluant les personnes qui ont répondu par la négative, on a 50% d'institutions qui ont utilisé du jeu vidéo, malgré tout, dans le cadre de médiation. Donc il y a quand même, en tout cas en Suisse, il y a un fort intérêt du public pour le jeu vidéo. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le plus souvent, le public peut interagir directement avec les jeux. Donc on n'est pas dans ces expositions très centrées autour de l'objet où on est juste là pour regarder. Par rapport à la patrimonialité du jeu vidéo, l'immense majorité des sondés sont d'accord reconnaissent que le jeu vidéo fait partie du patrimoine suisse, et les arguments que ces institutions donnent pour cela sont assez intéressants, parce qu'on souligne leurs usages, notamment pédagogiques ou de divertissement. On a aussi des sondés qui nous ont dit que c'est pour des raisons historiques, parce que ça fait partie de l'histoire de la Suisse. Et on a aussi, et c'est assez contradictoire d'une certaine façon, on a des gens qui nous ont dit que comme les jeux vidéo peuvent être rapprochés d'autres médias audiovisuels comme le cinéma ou la photographie, donc dès lors, ils ont un intérêt patrimonial, mais c'est aussi cet argument-là qui est un peu utilisé à contrario pour dire bon, c'est un média qui est trop de niche justement par rapport au cinéma. Donc forcément, on ne s'intéresse pas en premier à celui-ci. Et on a aussi des institutions qui nous disent que leur prise en charge est trop compliquée, ou encore que sans mission institutionnelle, c'est difficile pour elles de reconnaître, en tout cas d'intégrer le jeu vidéo dans leur mission. Enfin, au niveau des besoins, ce qui ressort principalement, c'est le besoin d'un centre de compétences, d'un guide de préservation, d'un modèle de description et d'indexation homogène. Par contre, alors que tout le monde est plutôt d'accord pour reconnaître l'intérêt patrimonial du jeu vidéo, on voit que la création d'une institution dédiée, et donc qui aurait une compétence institutionnelle dédiée, intéresse très peu. Et au niveau des recommandations pour les professionnels dans leur pratique, ils et elles sont notamment intéressés en ce qui concerne l'archivage numérique, les métadonnées techniques et descriptives et l'archivage physique des supports. Le reste, au niveau de la médiation, ça a l'air d'être plutôt... les institutions sont plutôt confiantes pour gérer ça avec les capacités qu'elles ont actuellement. Et on a aussi, un peu plus marginalement, des sondés qui nous disent que une écriture, en tout cas une présentation de l'histoire de la production de jeux vidéo en Suisse ou qu'un modèle de politique d'acquisition dans le domaine serait intéressante pour elles. Alors, au niveau des entretiens, on a mené 10 entretiens d'environ 2 heures avec des représentants des GLAM, donc galeries, bibliothèques, archives, musées et des laboratoires universitaires en plus, en français et en anglais, avec des thématiques qui reprennent les grands thèmes qu'on a vus dans le sondage. Et surtout, tous ces entretiens ont fait l'objet d'une synthèse
On n'a pas eu le temps de les retranscrire entièrement, mais en tout cas, on a des synthèses. Et je vous montre un aperçu des institutions qu'on a contactées, qui ont accepté d'échanger avec nous. Et je vais vous dire un petit mot pour chacune, même si c'est un choix très difficile, parce que tous les entretiens étaient très, très intéressants. Et, enfin, voilà. Alors, au niveau des galeries, donc on a échangé avec Marine Mac de la galerie Pixel Life Stories, et ce qui ressort beaucoup, c'est la difficulté, en tout cas déjà le travail de sensibilisation qu'il y a à faire auprès des professionnels, et aussi la nécessité pour les professionnels des institutions culturelles de bien comprendre comment se structure la production de jeux vidéo, puisqu'elle parlait par exemple des productions qui se passent dans plusieurs pays, ou quand on fait appel à des freelances, et donc qui dispersent encore les documents. Les institutions ont donc besoin d'avoir conscience de ces enjeux pour arriver à ne pas laisser s'échapper certains documents et à bien les identifier. Pour les bibliothèques, on a sans surprise échangé avec la Bibliothèque nationale de France, et où le point principal qui ressort, ça reste le dépôt légal. En Suisse, le dépôt légal déjà est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, enfin à mettre entre guillemets en tout cas, qu'en France, parce que le dépôt légal est décentralisé. On a des dépôts légaux au niveau fédéral, des dépôts légaux au niveau cantonaux. Et donc avec la complexité du jeu vidéo et cette décentralisation, appliquer le dépôt légal à un dépôt légal en Suisse, ce serait certainement une bonne chose, mais ça poserait beaucoup de questions en termes de qui doit faire quoi. Alors, au niveau des archives, on a échangé avec l'Archivio Videoludico en Italie. Ce qui est ressorti de cet échange, c'est principalement la volonté de créer un espace érudit autour de l'étude du jeu vidéo, avec vraiment une emphase sur des machines, enfin des objets d'étude, toute une documentation d'imprimés avec des thèses, etc., pour le travail des chercheurs. On a aussi contacté la Games Archive du groupe Embracer, qui est un groupe qui possède plusieurs studios de développement de jeux vidéo. Et alors, l'archive a commencé son travail cette année. Du coup, en termes de retour d'expérience, il y avait encore beaucoup d'interrogations de leur part. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas fixées. Mais nous, ce qui nous a étonnés, c'est que l'archive n'a pas pour but d'archiver les documents de production des jeux. Le but, c'est d'archiver, enfin de collecter un exemplaire de chaque jeu jamais édité, pour des listings de consoles finis, en tout cas pour des collections complètes, entre guillemets. Et donc, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, il y a un besoin de sensibilisation des professionnels, et même quand il y a beaucoup de moyens, comme avec ce groupe, au final, ce n'est pas forcément une évidence, en tout cas pour le moment, de s'intéresser aux documents de production du groupe. Et enfin, la Game Preservation Society est sans doute l'une des institutions qui a les techniques de conservation les plus avancées, même si rien n'est parfait. Mais en tout cas, il y a une très grande ambition. Leurs activités principales se divisent en deux parties. Il y a d'une part l'élaboration d'un listing absolu de tous les jeux édités au Japon et publiés au Japon, avec un immense travail de documentation, et tout un travail au niveau de la conservation des données sur les supports, ou encore des boîtes de jeux, et avec des techniques vraiment très intéressantes et une grande ambition en termes de documentation et de fidélité. Et on a notamment, par exemple, le grammage du papier qui peut être retrouvé grâce à leur processus de numérisation pour les boîtes de jeux notamment. Alors, au niveau des musées, on a échangé avec... Alors, je ne parle pas allemand, donc je vais juste utiliser l'acronyme, avec l'ICS, qui est la réunion de trois structures, et dont notamment le Computerspielmuseum et l'Institut, enfin, en tout cas, l'Agence allemande de notation des jeux, et où, face au manque de moyens, ces institutions sont venues ensemble pour... mettre en commun leurs ressources pour cataloguer des jeux. Et du coup, c'est ce qui est le modèle, le catalogue
pour l'instant proposé n'est pas complet, mais en tout cas il est très prometteur en termes du coup, de structuration du travail et aussi de ce qui décide d'indexer, parce que dans toutes nos recherches, c'est le seul catalogue qui comprend notamment les usages et les appropriations par les communautés de joueurs et joueuses. On a par exemple des mentions sur des covers, ce genre de choses pour certains jeux. Et avec Emo5, ce qu'on a vu, c'est toutes les capacités en fait, et le réservoir de compétences qu'on peut trouver dans toutes ces associations hobbyistes, avec notamment Emo5 qui a collaboré, a été à l'origine de plusieurs, des premières grandes expositions autour de l'histoire du jeu vidéo à Paris notamment. Alors, au niveau des laboratoires universitaires, avec le Digital Heritage Lab de Mélanie Swalwell, ce qu'on a vu, c'est surtout l'intérêt de l'émulation en tant que stratégie de préservation longue durée pour les jeux vidéo. Parce que retrouver les dispositifs d'origine, l'expérience d'origine, le postulat au laboratoire, c'est plutôt ça. Le dispositif d'origine est impossible à retrouver parce qu'il n'existe pas vraiment, vu qu'il dépend de beaucoup de lecteurs et de périphériques qui diffèrent d'une personne à l'autre. Donc autant se concentrer, même si ça reste des éléments importants à préserver pour l'avenir, autant se concentrer sur l'émulation des jeux. Avec le Ludov, ce qu'on a vu, c'est un magnifique espace de consultation des jeux vidéo et aussi des métadonnées super intéressantes pour l'enseignement et du coup qui pourraient certainement intéresser des écoles ou encore des bibliothèques. Et enfin, avec le Ritsumeikan Center for Game Studies, on a surtout vu l'implémentation d'une base de données au niveau national portant sur les mangas, les animés, les jeux vidéo et l'art média, qui est peut-être moins précise que d'autres modèles de données, mais qui déjà est implémentée, existe, et permet de décrire en fait des œuvres sur plusieurs médias. Et enfin, je vais passer rapidement sur le cas d'étude, parce que c'est un peu plus technique et c'est pas ma spécialité. Mais alors du coup, en 2020 ou 2021, j'ai un doute maintenant, le jeu Aldébaran a été repéré lors d'un inventaire du musée Bollot. C'est un jeu datant de 1992 pour le micro-ordinateur Acorn Archimède, qui est connu dans les listings de logiciels de la machine, mais qui n'était pas connu en tant que jeu suisse. Donc, une fois qu'on se rend compte que Paolo Berlocher et Marc Andréoli sont suisses, on se rend compte qu'en fait, c'est un jeu suisse inconnu. Et donc, c'est notamment Robin François qui a travaillé sur cette partie. Il décide du coup d'acquérir un exemplaire pour le projet Pixel Vetica et d'imager et de documenter le jeu. Alors, pour imaginer le support, là, ce qu'on voit, c'est la pyramide des données. Et lui, il utilise un dispositif Pauline pour imager, du coup récupérer les données au niveau du signal, qui sont les données les plus complètes au niveau du support. Et en l'interfaçant avec un autre logiciel au nom un peu long, globalement, il obtient cette image, qui est une image de l'état du CD. Et ce qu'on voit peut-être pas très bien, c'est que là, on a un petit secteur rouge en bas, ce qui veut dire que les données sont corrompues. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir des personnes qui sont très spécialisées sur ces questions-là, parce que là, on pourrait se dire que le support est corrompu et défaillant, alors qu'en fait, quand on change de lecteur, puisqu'une Pauline, fondamentalement, c'est juste une carte mère, donc on peut juste changer des lecteurs, et en changeant de lecteur, on voit qu'en fait, le support est en bon état et que le problème venait du lecteur. Et donc ça, typiquement, dans une institution, ça aurait pu mener à un jeu qui part à la poubelle, enfin, peut-être pas à la poubelle, mais en tout cas qui est mis dans un placard en se disant de toute façon, il n'y a plus rien dessus. Et enfin, en regardant du coup l'image de l'exemplaire du musée Bollot, de l'exemplaire de Pixel Vetica et une image pirate trouvée sur Internet, pareil, en regardant les différentes sommes de contrôle, ce qu'on voit, c'est que les sommes sont différentes. Du coup, on se dit, ce ne sont pas les mêmes versions, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que les sommes de contrôle peuvent être facilement différentes d'un endroit à un autre, parce qu'il suffit d'un bit de différence pour que du coup la somme soit différente. Et c'est en utilisant du coup la distance de similitude
calculé par TLSH, qu'on se rend compte que les 2 exemplaires physiques auxquels nous avons accès sont relativement proches, tandis que l'image pirate ne l'est pas, ce qui permet d'inférer qu'il s'agit de 2 éditions différentes. Et quand on récupère les dossiers sur les CD, on voit bien que les dates ne sont pas les mêmes et que c'était bien le cas, c'était bien 2 éditions différentes, et qu'en tout cas, l'exemplaire paraît d'origine. Pour le reste de la documentation, c'est pour ça que le cas d'étude est partiel, parce qu'on a eu beaucoup de documents, enfin on a eu plusieurs documents, des disquettes notamment, de production et de design, qui sont imagés mais qui n'ont pas encore été documentés. Donc Aldébaran fera l'objet peut-être même d'un mini-site web avec une documentation complète, parce qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part des créateurs qui nous ont fourni beaucoup de matériel. Donc enfin, pour conclure avec tout ça, les recommandations qu'on tire de nos travaux, au niveau politique, c'est principalement d'établir un dépôt légal, mandater un réseau d'institutions, former un réseau d'experts, sensibiliser les créateurs et les créatrices de jeux vidéo à l'intérêt patrimonial de leur production. Au niveau des institutions, bâtir un réseau national d'expertise, développer des outils et des méthodologies pour la préservation du jeu vidéo, sensibiliser et former les professionnels et archiver les jeux vidéo suisses. Pour les archivistes et les documentalistes, identifier les jeux vidéo dans leur collection, archiver un jeu, documenter un jeu et maintenir un jeu en état de jouabilité. Pour les créateurs et les créatrices de jeux vidéo, conserver les documents de production et faire appel aux institutions patrimoniales locales. Et là, on a été sollicité en cours de projet à la fois par Myriam Jouard, qui est bibliothécaire et en charge de la documentation vaudoise à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, et qui a fait cette année son mémoire de master sur la préservation du jeu Lausanne 1830. Et elle a notamment établi un guide à l'usage des développeurs adapté à leurs besoins pour justement leur permettre de documenter facilement leur jeu. Et on a aussi été approché par Romain Getsch, qui est archiviste numérique à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, qui a du coup mis sur GitHub un questionnaire de jeu destiné aux développeurs pour documenter les jeux issus du canton de Fribourg. Et enfin, dernier point, pour la valorisation, l'utilisation et la valorisation des jeux vidéo, au final, on ne statue pas vraiment, parce que chaque institution a des besoins différents et il n'y a aucune méthode qui est foncièrement supérieure à une autre, ça dépend juste du but recherché. Donc on recommande à la fois d'utiliser des dispositifs techniques d'époque, de présenter les jeux sur une plateforme contemporaine, et de manière générale, on suggère quand même que l'émulation et une stratégie de préservation longue durée intéressante. Et en dernier mot de la fin, du coup, ce qu'on a surtout vu, c'est un grand intérêt pour la préservation du jeu vidéo en Suisse, parce qu'il y a beaucoup de projets du coup qui se créent. L'année prochaine, on va avoir le projet de recherche Confédération Ludens qui va commencer autour de l'histoire du jeu vidéo suisse. Et aussi, donc c'est intéressant de collaborer avec des gens de toutes spécialités. On a appris beaucoup de choses au niveau, avec des papiers de conservation en art média notamment, qui peuvent être applicables aux jeux vidéo, mais avec une adaptation. Et c'est notamment important parce que les problématiques du jeu vidéo, c'est les problématiques qu'on a sur tous les supports, ce type de support de données. Donc résoudre les problèmes pour l'un, c'est résoudre les problèmes pour tout le monde. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse avec des petites curiosités. Donc c'est un album type Panini de Farming Simulator et des cartes à collectionner de Moondown qui sont des jeux suisses. Donc merci beaucoup pour la présentation qui a bien présenté, explicité les enjeux du projet Pixelvetica en présentant le point de vue des acteurs sociaux sur la question, notamment avec les entretiens et les différentes pratiques de conservation et les interrogations même sur la conservation de la culture du jeu vidéo local. Et du coup, je vois qu'il y a des questions déjà dans la salle, alors je vais tout de suite passer la parole à Swan. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante et super riche. Moi, j'avais une question en fait
en rapport avec la question de l'émulation, en fait. C'est-à-dire, c'est dans les recommandations, donc, d'après ce que j'ai compris, tu disais que selon effectivement les objectifs des différentes institutions, etc., bon, on peut soit privilégier peut-être les dispositifs de l'époque, mais qui aussi ont une durée de vie et une obsolescence, etc. Et puis qu'on pouvait quand même privilégier l'émulation, notamment pour la rejouabilité et pour préserver en fait cette possibilité de jouer. Et je me demandais en fait comment ça se passait concrètement, c'est-à-dire est-ce que déjà vous privilégiez peut-être une émulation comment dire officielle entre guillemets, par exemple les émulateurs qui sont maintenant désormais, je pense par exemple à l'émulateur de Nintendo dans la Wii, dans la Switch pardon, qui permet de rejouer à des jeux SNES par exemple, ou alors est-ce que ce sont des émulateurs non officiels parce qu'on sait qu'il existe par exemple pour le cas de la Super Nintendo, il existe des émulateurs extrêmement avec une exactitude très très forte, mais qui sont en fait des travaux communautaires, enfin ou individuels ou collaboratifs communautaires, mais qui sont pas du tout officiellement acceptés par Nintendo en l'occurrence. Donc il y a des enjeux légaux peut-être aussi en lien avec l'émulation. Voilà. Bon, c'est sur cette notion-là. Voilà. Alors, merci beaucoup, parce que oui, c'est une question qui est vraiment complexe. On l'a abordé notamment dans l'entretien avec les membres du Digital Heritage Lab, parce que notamment sur les questions légales, en Australie par exemple, c'est légal, enfin l'émulation, on peut légalement déjà imager un support et on peut partager les configurations d'environnement d'émulateurs aussi, ce qui est pas forcément, ce qui est une zone grise en fait un petit peu chez nous. Donc pour nous ça avait été très surprenant. Donc oui, ici il y a un peu il y a vraiment cette zone grise. Faudrait vraiment, c'est un autre travail aussi à faire d'approfondir et de faire tout un travail autour du cadre légal autour de ça. Et sur l'émulation à privilégier, en fait, le problème principal, c'est celui de l'authenticité, parce qu'il y a des émulateurs, en fait, et c'est aussi ce qui est ressorti à la fois dans l'entretien avec la GPS et avec le Digital Heritage Lab, c'est qu'on a des émulateurs, en fait, au final, qui ne vont pas se comporter totalement comme la machine d'origine. Et en théorie, c'est la démarche de la GPS. Le but, c'est de reproduire exactement, en fait, d'utiliser des outils qui permettent de reproduire exactement comment fonctionnait la machine. Donc, idéalement, dans un souci d'archivage, il faudrait plutôt aller vers ces outils. Mais après, il y a des outils, c'est très variable. Il y en a qui fonctionnent très bien pour certaines plateformes. Il y en a qui sont encore à développer. Donc, il y a beaucoup de bonnes pistes et de gens qui travaillent sur ces outils, mais c'est encore des choses qui ne sont pas acquises pour le moment, en tout cas pour tous les jeux vidéo. Parce qu'au-delà de ça, ça me fait penser aussi, parce qu'il y a la question des DRM en fait, qui bloquent beaucoup les jeux, parce qu'aujourd'hui en plus avec les jeux, là on a abordé des supports principalement, parce qu'on est sur des jeux plus anciens, mais là il y a tout le problème des jeux qui sont publiés nativement numériques, en ligne, qui posent tout leur lot de soucis qui sont encore moins abordés que le reste. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai le micro. Et ça, je trouve que pour même aller plus loin sur cette histoire de DRM, ça pose même la question de comment est-ce qu'on peut aussi accéder par exemple à des MMORPG ou des jeux en ligne qui maintenant ont des serveurs qui n'existent plus en fait, qui ne sont plus du tout actualisés. Et je sais que la question ne peut pas y répondre, mais en fait, je pense qu'il y a aussi un moment où on peut être confronté à des choses auxquelles on n'aura plus jamais accès. Là, l'idéal dans ça, c'est la documentation. C'est ce que plusieurs personnes proposent, d'enregistrer des sessions de jeu ou juste de documenter, parce que oui, effectivement, cela, on ne pourra jamais. Et je crois qu'il y a une question juste derrière. Ok. Déjà, merci pour la présentation, fort sympathique. Je pense à des choses, c'est à la fois des remarques et des questions. Est-ce que dans votre rapport, vous avez envisagé la possibilité qui est présente notamment au RCGS, Ritsumeikan Center for Game Studies, d'intégrer dans les projets d'archivage et de patrimonialisation des créatrices et créateurs de l'époque? Alors je sais que par exemple, quand vous avez évoqué Aldebaran, vous avez indiqué que pas mal de documentation avait été fournie par les designers d'époque. Si on va un peu plus loin, je pense notamment au cas entre deux, à la fois motivé par une démarche économique et aussi de préservation,
du studio M2 au Japon qui se spécialise sur de la rétro-ingénierie pour toutes les cartes d'arcade, enfin d'automatique de divertissement, sur de vieux shmups de Top Gun et autres, et qui font revenir, on va dire, dans le cadre de l'entreprise, des vieux de la vieille, des vieilles de la vieille aussi, qui vont s'attaquer à la carte arcade pour essayer de reproduire justement une situation entre guillemets authentique, qui ne l'est jamais, mais bon. Donc déjà, première question, est-ce que ce serait possible? J'imagine non seulement il y a des problèmes de législation, mais aussi de budget, d'avoir ce genre d'initiative. Et deuxième petite chose, je sais, alors j'ai plus le nom exactement, mais ces dernières années, il y a eu pas mal d'initiatives, notamment, je crois que c'est Anagog, je sais plus, d'ingénierie et de reproduction de machines aujourd'hui datées, Super Nintendo, Super Famicom, Genesis et même Game Boy Color et autres. Donc avec du matériel technologique moderne, mais qui est censé reproduire, là encore, avec je sais plus quelle est la technologie, FGPA je crois, la dimension en dehors du cadre de l'interface et des représentations, sur cathodique, entre autres, mais qui est censé reproduire l'expérience d'époque. Ce qui veut dire que, déjà, ça permettrait... On a, d'une certaine manière, des spécialistes de rétro-ingénierie et d'électronique qui sont capables, moyennant monnaie sonnantes et trébuchantes, certes, mais qui sont capables de reproduire déjà des machines. Ce qui évacuerait, d'une certaine manière, un des problèmes de l'archivage. On aurait des machines neuves, littéralement, modernes, et des spécialistes qui ont documenté la chose, et qui pourraient peut-être a posteriori, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire la même chose pour tout ce qui est cartouches, format physique, on va dire. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez interrogé et documenté ou pas vraiment? Alors sur l'intégration des développeurs et des développeuses aux démarches de préservation, nous on ne l'a pas vraiment abordé, mais c'est vraiment le travail de Myriam Jouard qui traite de ça, parce qu'elle elle a rencontré en fait plusieurs membres de l'industrie, et clairement en lisant son travail, oui, il faut les intégrer, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas s'imaginer si on ne connaît pas le secteur. Mais après, oui, effectivement, le problème, c'est la tension au niveau des ressources. Parce que les développeurs et développeuses n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc il faut, je dirais, la solution, moi, que je vois, c'est vraiment d'avoir des institutions qui prennent, qui font la démarche de discuter, de dialoguer avec les professionnels, et qui après vont les accompagner qui vont essayer de récupérer du matériel et régulièrement les tenir à jour, faire des entretiens avec eux pour créer des sources orales et ce genre de choses. Oui, parce que là, par exemple, j'ai pas eu le temps de trop m'étendre, mais avec le contact qu'on a eu, Paolo Berlocher et Marc Andreoli ont été très très enthousiastes par rapport à notre projet. On a des pistes pour documenter au moins un deuxième jeu, peut-être encore un troisième. Donc c'est assez vite en fait, ça peut aller assez vite, mais après on a aussi Marc Andreoli, je crois, ne travaille plus dans le jeu vidéo. Du coup il y a aussi ce côté où c'est un peu une autre vie, un aspect un peu plus rétrospectif, mais par contre Paolo Berlocher, lui, travaille toujours dans le jeu vidéo. Du coup il est très enthousiaste, parce qu'il a même écrit ses souvenirs au niveau du jeu, il a fait une courte biographie, mais ça reste que c'est un développeur qui n'a pas beaucoup de temps non plus. Et sur le deuxième point, en fait, le problème plus général sur la reproduction des machines d'époque, c'est que j'ai l'impression, en tout cas de ce que je comprends, que reproduire les machines d'époque aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, parce que même au niveau des composants, en fait, il faudrait documenter les composants aujourd'hui. On va avoir beaucoup de personnes qui vont s'intéresser aux consoles Nintendo, qui vont connaître beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui va s'intéresser aux cartes son d'époque et va arriver à dire comment reproduire aujourd'hui une carte son d'époque. Donc idéalement ce serait ça, l'ambition, quand on parlait des souhaits pour l'avenir avec la GPS, c'était ça. Ce que Joseph Redon disait, c'était si on pouvait à l'avenir avoir comme en coupe toutes les machines, en détaillant exactement comment chaque composant fonctionne, etc. Alors là, on pourrait arriver à un niveau de reproduction parfait. Voilà. Du coup. Bonjour, merci pour la présentation. C'est vraiment super intéressant, et c'est d'une
complexité et d'une vasteté énorme, ce travail voilà, d'archivage. Et heureusement, il y a des gens qui travaillent dessus. Et je pensais également aux journaux de patch, les patch notes des jeux, pour savoir comment ils ont évolué au fil du temps, si ce n'est garder je sais pas, d'anciennes versions du jeu. Je pense à World of Warcraft, quand il y a eu, je me souviens plus exactement, mais il y a eu cette épidémie à l'intérieur de World of Warcraft. Si on avait pu garder le jeu juste avant pour pouvoir ensuite refaire des choses, je sais pas, si les gens qui font des statistiques ou des disciplines sur les réseaux et les choses comme ça, les systèmes, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, c'est presque une tâche impossible. Et donc ça, c'était plutôt une réflexion, et je me dis que oui, le travail avec les entreprises pourrait être intéressant, et je ne dis pas ça étant en chiffres. Je ne suis pas prosélyte là-dessus. Je suis très critique là-dessus, et j'ai de la chance de la situation dans laquelle je suis. Mais je me demandais justement si ce rapport, outre sa qualité au niveau recherche, archivage, est-ce qu'il pourrait donner lieu également à des recommandations pour les entreprises, en leur disant, voilà, différentes choses que vous pouvez faire très simplement, sans que ça vous prenne du temps, que vous pouvez intégrer à vos process. Voici ce que ça peut vous apporter également, puisque les entreprises cherchent généralement ce que ça peut leur apporter. Pas uniquement financièrement, mais également en termes d'image, de valorisation, etc. Voilà ce que ça peut vous apporter. Voilà ce que ça peut vous coûter également d'archiver une boîte par jeu ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez cette idée-là, sachant que vous avez déjà des contacts avec les entreprises, dont le groupe Embracer, dont l'entreprise fait partie? Ce serait le cas idéal, c'est sûr. Mais après, il y a aussi ce côté où... j'ai pas forcément le sentiment en fait que les entreprises manquent de sensibilisation. J'ai l'impression que c'est un peu une question peut-être de culture et de maturité de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, même, quand on y pense, on se dit, même, ne serait-ce que les gros studios ont intérêt à conserver leur collection, parce que pour eux c'est du travail en moins, ça permet d'avoir des références pour les jeux à venir, comme ce que fait Disney par exemple avec ses propres archives, où ils ont un centre d'archivage dédié au travail de leurs artistes. Et j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises, en fait, il n'y a pas... l'apport pour eux, c'est juste... ce qu'on voit surtout, c'est que ça va coûter de l'argent. Et c'est surtout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail de sensibilisation sans cesse à faire, mais il est beaucoup plus simple avec les petits studios, et notamment les créateurs et les créatrices indépendantes. Par exemple, c'est ce que fait Marine Mac, où elle travaille quasi exclusivement avec des indépendants, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un contact avec eux, d'avoir accès à des documents, et puis pour eux, ils y voient aussi, c'est ce qu'elle m'a dit en entretien, les studios, ils voient aussi un genre de deal gagnant-gagnant, parce que pour eux, ça leur fait aussi une forme de publicité gratuite, entre guillemets, que les plus gros studios peuvent se payer autrement, en tout cas. Donc, ce qu'on espère en tout cas à l'avenir, c'est qu'à force de sensibiliser, ça va éveiller des consciences. Et puis sinon, toujours pareil, ma réponse ce serait de dire il faut qu'on ait des groupes qui aillent vers les entreprises. C'est comme ce que fait la BNF aussi, parce que la BNF, le dépôt légal, le problème aussi de ce dépôt légal, c'est qu'il n'est pas nécessairement appliqué, en tout cas comparé à l'imprimé, il est vraiment très peu appliqué. Même si les collections sont déjà massives par rapport quand on voit de là où on vient. Et donc, ils ont des gens qui sont prospecteurs et prospectrices, et qui ont pour mission constamment d'aller démarcher les entreprises, de réseauter, entre guillemets, en tout cas pour se faire connaître et arriver à créer en fait en tout cas de l'intérêt pour leur mission. Parce qu'il y a aussi ce côté où ce qui est difficile pour les entreprises, c'est qu'aussi c'est avec la dispersion, pas la mondialisation, mais les entreprises qui sont implémentées, en tout cas dans le monde entier. Pour beaucoup, quand on va voir, je sais pas, Namco, on leur dit pourquoi ils devraient respecter le dépôt légal français, par exemple.
Et c'est ce genre de choses. La BNF, comme ça, en entretien, ce qui était dit, ce serait l'un des souhaits évoqués, c'était d'appliquer, en fait, de faire appliquer le dépôt légal aux distributeurs, donc aux plateformes comme Steam et GOG, parce qu'à ce moment-là, du coup, si les distributeurs en fait sont soumis au dépôt légal et pas uniquement les éditeurs. Du coup, à partir de ce moment-là, on pourrait dire Steam, théoriquement, on pourrait archiver Steam en France. Et voilà, bon, je sais pas si ça répondait bien. Du coup, on m'a donné le micro, donc je vais poser une question. Merci Magali pour cette intervention passionnante et puis bravo pour ce boulot titanesque. Ça a l'air de vraiment touffu et épais comme travail. J'avais une question sur... alors elle n'est pas encore très bien formulée dans ma tête, donc je vais essayer de la faire mieux à l'oral. Mais en gros sur le fait que quand on archive par exemple des machines d'époque, d'une certaine manière, on considère un peu qu'elles appartiennent au passé. Puis alors là, on parlait de de réussir à recréer des machines à l'identique, etc. Dans une espèce de recherche un peu de pureté du truc idéal, du truc initial. À côté de ça, quand on regarde un peu ce que font les amateurs de micro des années 80 qui ont survécu, qui sont encore actifs en 2020, c'est que souvent, ils ont des machines qui sont devenues des espèces d'hybrides zombies bizarres. C'est-à-dire que je parlais, par exemple, récemment avec un gars qui faisait de la micro dans les années 80, et puis il continue de travailler sur son ordinateur 8 bits actuellement, et de créer des jeux dessus, etc. Mais bon, quand on lance un jeu dans les années 80, souvent on passe par des cassettes audio, puis on attend 20, 30, 40 minutes avant que le jeu se lance. Puis ça fait toutes sortes de bruits, etc. Donc ça, quand même, là, il a estimé qu'en 2020, ça devenait compliqué. Et donc, il a doté sa machine de 1980 d'un lecteur SD, c'est-à-dire de carte SD. Donc, il peut lancer maintenant ces machines, ces jeux, ils sont lus beaucoup plus rapidement, etc. Donc, en fait, je me demande, qu'est-ce qu'on fait de ça en tant que... Moi, je suis pas archiviste, donc je te le demande. Qu'est-ce qu'on fait de ça en tant qu'archiviste ? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que ça fait partie de... Est-ce qu'on archive uniquement l'histoire canonique de la machine telle que c'était prévu par l'industriel, ou est-ce que l'archive finalement elle n'est jamais vraiment fermée, c'est-à-dire que ces machines que les industries à un moment donné ont décrétées comme étant finies, comme étant appartenant au passé, etc., mais que des amateurs continuent d'actualiser, d'informer avec leurs expériences présentes, etc., font que le fond d'archive, il n'est jamais clôturé. Moi, je suis plutôt de l'avis justement que cette archive est jamais clôturée, parce que le problème, après, on revient avec ce dont on parlait aussi aujourd'hui, c'est que si on se dit qu'on veut archiver la version telle que voulue par les constructeurs, on va se retrouver au final à exclure, à faire notre propre, à créer notre propre, peut-être pas roman, mais à légitimer une seule forme de pratique. Oui, c'est ça, un panthéon, exactement. Au détriment, au final, des pratiques. Et après, moi, j'ai une formation de manière générale en histoire culturelle, donc forcément, pour moi, ce qui compte, c'est les pratiques et ce qui est fait. Et donc, ouais, avec quelque chose comme ça, pour moi, la machine, il faudrait l'archiver. Et surtout, ça me fait penser à ça, parce que quand on regarde la définition des archives au sens vraiment archivistique, on parle des documents qui sont produits dans le cadre d'une activité. Et moi, ça me fait un peu penser à ça, parce que je me dis, c'est un document nouveau, en fait, un petit peu unique. Peut-être même, je ne sais pas si on peut dire que c'est une œuvre d'art, parce que je pense aussi au parallèle avec l'art média. On a, pareil, des machines qui sont transformées et qui sont uniques au monde et qui sont très difficiles à conserver pour exactement les mêmes problèmes que le jeu vidéo. Et du coup, ouais, pour moi, tout vaut la peine d'être gardé. Après, c'est toujours un peu le problème... de l'archivage. Il faut arriver à poser une limite et à, je ne sais pas si on peut dire objectiver, mais en tout cas arriver à un moment à se dire on s'arrête à tel niveau de collecte. Mais en tout cas, dans ce genre de cas, je pense que ce serait super intéressant si on trouvait des smaquis transformés comme ça, mais ce serait incroyable. Oui, pour prolonger cet échange, simplement,
un témoignage. Il y a une bonne vingtaine d'années, même plus, le Musée national des techniques à Paris s'était posé la question de la conservation des objets techniques. Ce qui est problématique quand on veut conserver comment ça s'appelle, le moteur de Denis Papin, c'est de savoir quelle version, parce qu'il y a des petites valves qui sont changées, etc. Donc, je crois que la réponse, elle est dans ce que tu as proposé. Il faut que l'archivage se fasse en continu, mais il faut qu'on ait des versions. Et c'est la documentation qui permettra d'avoir. Et plus on a de données et de données historiques, et mieux c'est, parce que c'est un facteur d'appropriation, où les gens, un peu plus tard, 20 ans, 30 ans après, se piquent un petit peu au jeu et vont développer quelque chose, reprendre, revisiter l'objet. Mais ça devient un nouvel objet. Et dans la nomenclature, on devrait avoir quelque chose qui documente tout ça. Voilà, merci. C'est un petit peu le... où on dit en archive... il n'y a pas de hiérarchie parce qu'on ne sait pas quels seront les besoins pour l'avenir de la recherche. Du coup, dans le doute, il faudrait tout archiver, même si dans les faits, même aux archives nationales, on n'archive pas tout. Mais oui, c'est totalement ça. Mais pour la question des versions, on en avait discuté un petit peu et on se disait... faudrait arriver. C'est pour ça aussi que cette question du guide de préservation nous intéresse beaucoup, parce que là, a priori, on va se constituer en association avec plusieurs autres anciens et on va poursuivre des travaux comme ça de documentation, notamment pour poursuivre Aldébaran et aussi pour travailler avec Myriam Jouard sur son guide de préservation pour arriver à le publier, en fait, en tout cas sur un site web. Et je suis désolée, je viens de perdre le fil. Pardon, oui, voilà, et ce besoin de guide de documentation, parce qu'on avait discuté pour le problème des versions, et on s'était dit, du coup, c'est là où ce serait intéressant en fait d'avoir des groupes de réflexion avec des professionnels, où on se dirait à quel moment, enfin, il faudrait établir un workflow où on se dit, on essaie peut-être d'avoir une ou deux versions, enfin un maximum de documents peut-être en alpha, puis plus on arrive vers des versions définitives, alors là on pourrait se dire bon, on va juste prendre, on va définir des milestones pour les versions de jeu, en disant on va prendre la version au lancement, peut-être la version un an après, peut-être la version une fois que le jeu n'est plus maintenu. Et peut-être, ouais, effectivement, comme on discutait tout à l'heure, en se disant on essaie de garder à chaque fois les patchs et les logs avec les patchs pour essayer de retranscrire au mieux en fait, comment le jeu a évolué. C'est bon, alors on va arrêter les questions. Merci beaucoup encore pour la présentation. Du coup, on fait une pause ou on arrête?